Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Clôture des travaux de la 9e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, Washington notifie l'accord de Paris concernant son retrait. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce message de félicitations du chef de l'État, le président de la République a adressé aujourd'hui ses chaleureuses félicitations au roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien de deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, auteur d'une médiation réussie entre le gouvernement légal du Yémen et les séparatistes originaires du sud de ce pays. Dans son télégramme, le président Guelleh a salué le succès sur lequel ont débouché les bons offices du roi Salman, qui apporte donc encore une fois la preuve de son éthique à souscrire au triomphe des règlements politiques négociés et portant l'insigne de marque de consensus, a écrit le président Guelleh. Djibouti se réjouit au leadership éclairé du roi Salman et de la solidarité sans cesse renouvelée caractérisant le royaume d'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'ensemble des nations sœurs arabes et musulmanes, a poursuivi le chef de l'État. A noter qu'un message similaire a été également adressé dans la même journée d'aujourd'hui au prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Une délégation conduite par le ministre du Commerce s'est rendue à Arta où ils ont visité les équipements de cuisine, de pâtisserie et de restauration ainsi que de 2 salles de classe et 4 chambres d'application. Une réalisation de plus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de catégorie 2 d'appui au développement et à la promotion du tourisme à Djibouti. Rappelant que le développement du secteur privé, dont notamment le tourisme et le commerce, s'inscrivent dans le cadre du projet de catégorie 2 soutenu dans le cadre du projet intégré renforcé. Dans le cas du lycée hôtelier d'Arta, il s'agit entre autres de renforcer les capacités techniques et logistiques dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique active promotionnelle du tourisme en République de Djibouti. Donc c'est un projet qui vise essentiellement les femmes. C'est un projet qui vient à la suite du projet du tourisme que le cadre intégré a financé et qui fait l'objet de notre venue ici pour voir concrètement ce qui a été fait. Et nous avons été très impressionnés, encouragés par la politique gouvernementale en la matière. Donc nous venons lancer ce deuxième projet et nous espérons qu'il sera mis en œuvre de la même façon que le projet tourisme l'a été. Donc nous nous attendons à des succès et peut-être, Inch'Allah, d'ici 3 ans, nous allons venir voir les résultats concrets que ce projet aura permis de faire à Djibouti. Et pour sa part, le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, a dans son intervention indiqué que le développement du secteur privé, dont notamment le tourisme et le commerce, s'inscrivent dans le cadre du projet de catégorie 2 soutenu par le cadre intégré renforcé. Voici ses propos. Remercier au nom de la délégation que je conduis et à mon nom personnel à l'équipe de la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, à la tête M. Abdelkader Hamad, pour l'accueil qui nous a été réservé. Je remercie également les cadres intégrés renforcés pour leur soutien permanent de l'unité des mises en œuvre de 2 projets et en particulier pour le financement de remise en état du centre hôtelier d'Arta. En ce qui concerne le projet, il s'agit là d'un projet de catégorie 2 qui a été formulé par mon département avec le concours du cadre intégré renforcé Djibouti relatif à la promotion et au développement du tourisme en République de Djibouti d'un montant d'1,5 million de dollars pour une durée de 3 ans. Eh bien, ces projets avaient intégré le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui avait sollicité la remise en état
du centre hôtelier d'Arta et de l'équipe afin de le rendre opérationnel. Tous ces investissements sont estimés à la hauteur de 75 millions. Le centre en question est destiné pour assurer la formation professionnelle des métiers de l'hôtellerie en faveur des jeunes. Ce centre a été visité l'année dernière. Lors de cette visite, nous avions constaté que les matériels ainsi que les équipements de la cuisine ont été tous neufs, alors que les travaux de génie civil n'étaient pas achevés. Aujourd'hui, lors de notre visite, pour voir l'état de lieu, nous nous sommes rendus compte que le centre a été très bien réhabilité. Le matériel et les équipements sont très bien entretenus par le personnel de la formation professionnelle. Et même les chambres ainsi que les salles de classe sont très bien entretenues. Donc, pour ce, je félicite le personnel de la formation professionnelle qui se trouve sur place à Arta. Cette 9e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État, et c'est donc l'institution assimilée. C'est un atelier qui s'est donc clôturé au Djibouti Palace Kempinski, ce 7e colloque international du FIGE sur la lutte contre la corruption, la prévention, l'investigation et recouvrement des avoirs illégaux. Un colloque international portant sur un volet formation exclusivement dédié aux autorités de contrôle de la République du Djibouti pour contribuer au renforcement des compétences de leurs vérificateurs et auditeurs en matière d'investigation financière et de détection de fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les infractions dans qui s'y réfère. Par ailleurs, un volet international de ce colloque a été aussi consacré à l'échange d'expériences entre les institutions des pays africains sur les aspects de la coopération dans les recouvrements des avoirs spoliés à cause de la corruption ou des autres moyens de réparation des préjudices causés par des actes de corruption. Les travaux de ce colloque ont été animés par des représentants des institutions des différents pays avec la participation d'experts nationaux et internationaux. Ce colloque se voulait inclusif. Il a servi de plateforme d'idées pour s'inspirer de l'expérience de chaque pays et vise également de renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à travers le traçage et le recouvrement des avoirs acquis illégalement. C'est ce qu'a indiqué dans son discours l'inspecteur d'État, M. Hassan Issa Sultan, que je vous propose de le suivre. Représentants de toutes les institutions nationales, de la justice, de l'administration et des forces de sécurité impliquées dans la lutte et la répression de la corruption, de fraude financière, du blanchiment et du terrorisme. Comme vous avez dit, les constater, cette formation a été assurée entièrement par des inspectrices d'État de l'Inspection générale d'État qui ont eu l'occasion de se distinguer au niveau du continent africain comme experts dans ce secteur. L'Inspection générale d'État est honorée de cette reconnaissance de ses pairs pour son expertise et j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter les deux inspectrices d'État, Mme Nasr Habib Ibrahim et Mme Deka Ismail Ali, pour ce formidable travail. Cette formation qui s'est déroulée du 29 octobre au 4 novembre faisait partie du 7e colloque international du FIGE qui a vu la participation de 12 pays africains qui se sont concertés sur le thème de la lutte contre la corruption, prévention, investigation et recouvrement des avoirs illégaux. Les objectifs de cette formation ont largement été atteints puisque tous les participants se sont impliqués dans les échanges et le partage d'expériences. Cela démontre la capacité de nos praticiens à travailler en groupe et à fournir un travail de qualité. Et donc la fermeture de cet atelier, nous avons recueilli les propos des experts présents. Nous retrouvons pour le 7e colloque international du FIGE qui porte sur la lutte contre la corruption, prévention, investigation et recouvrement des avoirs illégaux. Ce 7e colloque est organisé par l'Inspection générale d'État et le Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Ce colloque s'est déroulé du 28 octobre au 4 novembre 2019 à l'hôtel Kempinski, ici à Djibouti. Principalement, ce colloque a porté sur plusieurs contributions. La première contribution porte sur les collaborations entre les différentes institutions, les différentes inspections générales d'État en matière de lutte contre la corruption. La deuxième contribution a porté sur les expériences nationales dans ce domaine et le retour d'expérience.
Ce colloque a été suivi d'une formation de 4 jours, extrêmement intéressante et professionnalisante. Elle a porté sur les principaux axes, corruption, lutte contre la corruption et contre le blanchiment des capitaux, mais également sur la récupération des avoirs illégalement spoliés ou également obtenus. Autre actualité de ce 22h, le gouvernement et le peuple djiboutien ont octroyé une deuxième aide humanitaire à la population touchée par les fortes inondations qui ont frappé la région de Baladouine. Le gouvernement djiboutien a fourni une aide aux victimes des inondations de la rivière Chabelei. Il a remis au comité gouvernemental d'aide aux victimes des inondations des médicaments, des fournitures, de la nourriture aux nécessiteux de la banlieue de Baladouine, siège de la région de Hiran. Rappelons que plus de 200 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont fui leur maison à la suite d'inondations massives qui ont submergé la majeure partie d'une ville du centre de la Somalie. C'est ce qu'a déclaré donc une organisation internationale d'aide aux personnes victimes de catastrophes. Des personnes ont été évacuées à l'aide de tracteurs et de bateaux des quartiers submergés dans les eaux de la ville de Baladouine après des jours de pluie diluvienne et d'inondations. L'ambassadeur de la République de Djibouti, Adan Hassan Adan, qui s'est exprimé lors de la réception de cette aide, a déclaré que cette aide humanitaire traduisait les liens très étroits et fraternels qui unissent le peuple djiboutien aux frères somaliens. Fin de citation. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé aujourd'hui un atelier de vulgarisation des textes juridiques nationaux relatifs à la promotion et protection des droits des femmes et des enfants. Un atelier présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, en présence de secrétaire général adjoint de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Rokhaya Youssouf. On prit part à cet atelier le conseiller juridique du ministre de la Femme et de la Famille, Ousmane Jama Ousmane, des élus locaux, des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme, des associations des différentes communes de la capitale. Objectif, sensibiliser la population sur les droits des femmes et des enfants djiboutiens et de l'avance significative que notre pays a enregistré ces dernières années dans ce domaine. Et je vous emmène à Balhou, dans le cadre de l'inauguration de la route Tajoura-Balhou. Nous avons donc interviewé le directeur exécutif de la société Al-Qarrafi, M. Khaled Mohsen Anis. Et on va suivre donc cette intervention de M. Mohsen. La compagnie Al-Qarrafi est fière d'exécuter la route de Tajoura-Balhou, cette route très difficile dans des conditions de travail très sévères et on prend compte toujours de l'impact concernant le profit de la population, l'environnement, on préserve toujours l'environnement et nous ne sommes pas seulement intéressés aux travaux mais à l'évolution de toute la région. Et on peut voir ce que la compagnie Qarrafi a fait en profit de la population et de la région. On vous rappelle que ce n'est pas le premier projet de Qarrafi dans cette région, mais aussi nous avons exécuté la route Tajoura-Obokh. Comme ça, tout ce corridor a été exécuté par la compagnie Qarrafi qui possède le personnel et les moyens nécessaires à achever ce travail avec les meilleures conditions, spécifications et qualité. La compagnie Qarrafi est intéressée à ce que la population profite de tous les projets dont que nous exécutons. Ça se reflète directement pour le recrutement et indirectement pour les sous-traitants locaux. Par exemple, pour ce projet-là, nous avons eu le personnel local, c'était à la moyenne de 350 ou 400 personnes en recrutement direct, et plus que ce nombre-là, ça c'est par mois bien sûr, et plus que ce nombre-là
au niveau des sous-traitances locales qui est en gabion, en péri-maçonné, en bétonnage, et en même temps, tout ça, on a concentré que ces gens locaux ont et l'expérience à continuer et à devenir des techniciens et des bien qualifiés pour d'autres projets, même servir pour le maintien de cette route au futur. Concernant l'environnement, El Kharafi a bien préservé l'environnement. Nous avons été très sensibles envers les arbres dans la région. Nous avons augmenté 4 forages pour la population, réhabilité 3 forages, alors avec un total de 7 forages dans cette zone, depuis Tagora jusqu'à Balhou. Tout ça, c'est pour servir la population. En même temps, on veut rappeler que le travail que nous avons fait, ça, c'était pas un travail facile. Nous aimons bien que cette coopération entre le gouvernement djiboutien et la compagnie Kharafi continue à des futurs projets. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette forte délégation conduite par des secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et du secrétariat d'État à la décentralisation, respectivement Mme Ifrah Ali Ahmed et M. Mohamed Issa Faraj, composé au cadre du ministère des Affaires sociales de la décentralisation. Il est à noter que ce déplacement fait suite du comité régional du PNSF, le programme national de solidarité et famille présidé par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Dan Migane, que je vous propose de les suivre. Comme vous le saurez au cours de cette journée de travail, vous apprendra aussi qu'il y a des particularités qui se sont impliquées là-dedans. Cette particularité concerne bien sûr les chefs-lieux, puisque avant c'était que pour les localités et les sous-préfectures. Mais cette fois, donc les chefs-lieux et tout ce qui est environnement donc, des chefs-lieux sont impliqués dans cette affaire. J'espère que toutes les composantes sont là. Et je suis sûr que nous aurons les fruits de ce travail. Merci. Après la région d'Arta, nous sommes venus dans la région de Sajog pour lancer le programme national de solidarité famille qui est destiné aux ménages qui sont en situation de pauvreté extrême. Et comme vous pouvez le constater, le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère des Affaires sociales et de solidarité travaillent en étroite collaboration dans la mise en œuvre de programmes de protection sociale. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ifrah Ali Ahmed, s'est exprimée en ces termes. Accueil à Ali Sabieh pour lancer l'extension du programme national de solidarité famille qui a aujourd'hui reçu une extension de couverture en termes de cibles et en termes de bénéficiaires. Nous sommes là aussi aujourd'hui dans la région de Ali Sabieh pour faire le point par rapport au programme, à ce même programme qui est à sa 4e année de mise en œuvre à Ali Sabieh. Bien sûr, dans la sous-préfecture de Ali Adé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne l'a pas marché, quel est l'état de lieu, quelles sont les perspectives par rapport aux prestations sociales déjà couvertes.
Je voulais ici d'abord remercier l'ensemble des autorités et de la région par rapport à l'accompagnement et à la facilitation dans toute la mise en œuvre de tous nos programmes qui se déroulent dans les régions de l'intérieur. En bref, et en image avec cette visite de prise des contacts du préfet de la région de Hayou, Abdelmalik Mohamed Banoïta, qui a effectué une visite de travail dans la journée du lundi au complexe Al-Rahma. Au cours de son déplacement, le préfet est accompagné par le président du conseil régional. Ensuite, le préfet et ses convives ont été traduits dans le bureau du directeur du centre, Hamdi Raqab Saïd, où ils ont eu des échanges sur les différentes activités que le centre accueille. Le directeur a appelé qu'ils ont au total 350 élèves, dont 150 sont des orphelins qui reçoivent des services gratuits complets sur place et emploient une cinquantaine de personnes issues de la région d'Obok. Après la réunion, une visite guidée a été effectuée par le directeur dans les différents sites des activités telles que les salles de classe, les dispensaires, les ateliers de formation professionnelle, à savoir l'atelier de couture, l'électricité, le soudure, la fabrication d'aluminium. Il a été décidé donc d'évoluer vers d'autres formes de collaboration pour lutter efficacement contre les chômages de jeunes. Et en ce qui concerne la région de l'Unité, cette tournée de sensibilisation des collectivités locales sur le processus de la décentralisation, une équipe composée de la mairie, de Djibouti et de l'INAP sillonne dans les différentes régions en vue de clarifier l'objet et la finalité de l'administration déconcentrée et décentralisée. Certes, beaucoup de gens confondent les rôles respectifs de ce dernier. C'est pourquoi l'expert, en l'occurrence, Younis Farah Abdillahi, juriste du ministère de l'Intérieur, également professeur de l'INAP, expose exhaustivement non seulement les ressemblances de ces administrations, mais également leurs divergences dans le but d'appréhender le mécanisme de ces administrations en question. En effet, dans la journée d'hier, s'est déroulée cette séance de sensibilisation présidée par le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arré. La portée de cette tournée, c'est comment sensibiliser bien sûr les autres acteurs, les autres élus de chaque région, ainsi que les élus qui sont très nombreux bien sûr, qui opèrent dans les trois communes de la capitale. Donc c'est une tournée de sensibilisation et de vulgariser bien sûr les actions de cette association qui, je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas une association classique, mais qui est une association à caractère politique. Donc vous n'êtes pas également sans savoir que depuis 2016, le processus est entré dans une nouvelle dynamique bien sûr sous l'impulsion du gouvernement djiboutien. Pourquoi? Parce qu'un ministère délégué a été créé en charge de la décentralisation. Une feuille de route concernant bien sûr ce processus transversal a été adoptée en 2017-2019. Et malgré cette volonté politique, toujours, les facteurs limitant l'action des collectivités demeurent toujours malheureusement très nombreux. En ce qui concerne la route Tadjoura-Balho, prévue donc son inauguration demain par le chef de l'État, nous avons réalisé pour vous ce soir un magazine qui retrace donc l'historique, les avantages liés donc à la construction de cette route qui relie donc le nord du pays à Balho et qui va donc vers l'Éthiopie. Les détails dans cette séquence. Nous nous trouvons à la village de Dora où demain, mercredi 6 novembre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, inaugurera le corridor nord 121 km reliant Tadjoura à Balho à la frontière éthiopienne. Avec l'ouverture prochaine du corridor nord constitué du port et de la route Tadjoura, la région de Tadjoura aspire à un nouvel ère des potentialités économiques et commerciales seront nombreuses avec les activités du port déjà opérationnelles et celles de la route qui va engendrer des grandes opportunités d'emploi pour toutes et surtout pour les jeunes. Également, en marge de l'inauguration de ces corridors nord, le président de la République et son Excellence Ismaël Omar Guelleh procédera à la pose de la première pierre pour la construction de la route Bolli à Deilou et Definatou. C'était Hidaya Mohamed, RTD Dora. Ouverture du marché de protection du climat à Shanghai pour l'ouverture de la seconde foire internationale des importations de Shanghai.
Xi Jinping a déclaré la porte de la Chine s'ouvrira toujours plus grande et c'est justement ce que Emmanuel Macron, président français, appelle de ses voeux pour la seconde visite en Chine. Le président français a expliqué donc que beaucoup avait été fait par Pékin ces dernières années, mais qu'il fallait consolider, c'est-à-dire d'aller plus loin dans l'ouverture de marché. Devant les entrepreneurs venus du monde entier, notamment d'Europe, Emmanuel Macron, chantre du multilatéralisme, a plaidé que la Chine de Xi Jinping accélère les procédures d'accès à son marché. En ce qui concerne le climat, je vous disais au titre, Washington notifie l'ONU de son retrait de l'accord de Paris. La lettre était attendue depuis 2017, mais ne pouvait être envoyée pour des raisons juridiques jusqu'à lundi. Les États-Unis de Donald Trump ont notifié les Nations Unies de leur intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat, confirmant le déni climatique américain. Les États-Unis sont le seul pays à se désengager de ce texte signé par 197 pays jusqu'à la Corée du Nord. Depuis cette déclaration, en réalité, les Américains continuaient à occuper le siège discrètement pour influencer les discussions techniques autour de l'application concrète de l'accord. En outre, le retrait ne sera effectif que dans un an, ce qui repoussera la sortie au lendemain de la prochaine élection présidentielle américaine dans laquelle Donald Trump brigue un nouveau mandat. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.